Bienvenue en Colombie, un pays marqué par une histoire aussi riche que tumultueuse. Je pense qu'il est essentiel de comprendre rapidement l'histoire de la Colombie pour mieux saisir la suite. Petite info que je ne savais pas du tout, avant d'être la Colombie que l'on connaît aujourd'hui, cette région faisait partie de la Grande Colombia, et ce jusqu'en 1903, un territoire qui comprenait le pays du Panama, de l'Équateur et du Venezuela. Je sais que vous avez sûrement une image préconçue de la Colombie, mais pour saisir ce qu'est la Colombie en 2025 et pour vous faire votre propre idée, il faut revenir un peu en arrière. En fait, depuis les années 60, les campagnes ont été progressivement abandonnées par le pouvoir. Pas de routes, pas d'école, bref, aucun soutien. Et pendant ce temps, les riches s'accaparaient toutes les terres, laissant des millions de paysans et de communautés indigènes survivre sur de minuscules parcelles quand ils n'étaient pas complètement sans terre. Suite à cela, en 1964, des guérillas communistes comme les FARC et l'ELN sont apparues. Et elles réclamaient des réformes agraires pour redistribuer les terres et réduire les inégalités. Et peu après, les paramilitaires sont arrivés, des groupes armés d'extrême droite, censés lutter contre les guérillas, mais qui, en réalité, ont souvent collaboré avec les narcotrafiquants par la suite et participé à de nombreuses violences. Donc ce conflit, le plus long et meurtrier d'Amérique du Sud, a duré plus de 50 ans quand même, marquant profondément la Colombie avec des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés. En 2016, un accord de paix historique a été signé avec les FARC, offrant un nouvel espoir au pays. Enfin, un accord de paix, oui c'est vrai, mais pas pour tout le monde. Les tensions sont toujours là et tout pourrait basculer. On va en reparler très vite. Mais en tout cas, depuis cet accord, le tourisme a explosé et la Colombie s'efforce de tourner la page. Dans cette vidéo, on va comprendre comment la violence a façonné le pays, avant de sortir complètement des sentiers battus et vivre de magnifiques aventures, ce qui va aussi nous permettre de comprendre comment les Colombiens transforment leur passé en espoir pour l'avenir. Alors restez bien avec moi, car la Colombie n'a pas fini de vous surprendre. Allez, on part tout de suite en direction de Medellín. Est-ce que lorsque j'ai dit Medellín, vous avez pensé à Pablo Escobar ? Eh bien, je comprends. En fait, depuis la série Narcos sur Netflix, l'image de cette ville et de la Colombie entière d'ailleurs reste liée à Pablo Escobar. Et ça en est même devenu une attraction touristique. Mais il faut savoir que cette association affecte profondément les Colombiens, qui voient souvent leur pays réduit à cette période sombre de leur histoire. Pour une grande majorité, Escobar ne représente que terreur et destruction, et la plupart ne souhaitent qu'une chose, oublier ce passé pour avancer. Mais on y vient. Medellín est une ville qui compte aujourd'hui 3,8 millions d'habitants. Vue d'en haut, elle s'étend à perte de vue, avec ses quartiers modernes au centre et ses collines où s'empilent des maisons en briques et en tôle, formant des sortes de bidonvilles appelées barrios. Parmi eux, la célèbre Comuna 13, un nom qui résonne comme un symbole de transformation et de résilience. Dans les années 90, ce quartier était connu comme le plus dangereux du monde. Situé dans une zone stratégique, la Comuna 13 est rapidement devenue un terrain de guerre où s'affrontaient guérillas, paramilitaires et narcotrafiquants. Jusqu'au début des années 2000, les rues étaient jonchées de corps, les habitants vivaient l'horreur au quotidien. Les rues étaient si dangereuses que franchir l'une d'elles pouvait coûter la vie. C'est ce que nous a expliqué cette femme, chez qui nous sommes allés manger, et qui a perdu son fils de 18 ans pour avoir franchi une sorte de frontière invisible pour retrouver sa petite amie. En 2002, le gouvernement lance l'opération Orion, une intervention militaire d'une violence extrême pour reprendre le contrôle de la Comuna 13. Hélicoptères, tanks, soldats. Pendant 3 jours, les combats font rage, laissant derrière eux un quartier traumatisé, et ce toujours aujourd'hui. Aujourd'hui, bien que la Comuna 13 reste sous le contrôle des narcotrafiquants, elle a radicalement changé. Par exemple, si un habitant tente de voler un touriste, les narcos en prennent connaissance et appliquent une punition sévère qui peut aller d'une main coupée jusqu'à la mort. C'est une politique de terreur qui, paradoxalement, apporte une forme de sécurité. En fait, dans cette histoire, les narcos sont gagnants puisque le tourisme est une source de revenus importante pour eux. Mais c'est un autre débat. Dans la journée, c'est un lieu sécurisé et vibrant où l'art a pris le pouvoir. Musique, graphes, rap, danse et fêtes. Mais la nuit, la réalité est différente. Des frontières invisibles existent toujours entre les différents quartiers, personne ne peut y loger, à l'exception de 2 hostels, et les touristes doivent partir avant la tombée de la nuit. C'est une autre ambiance. De notre côté, nous avons eu la chance de séjourner dans l'un des rares hébergements de la Comuna 13, un lieu que certains taxis hésitent encore à rejoindre, marqué par son passé. Pourtant, sur place, l'atmosphère est apaisante, et nous nous sommes sentis plus en sécurité que dans le centre de Medellín. L'hostel del Cielo, créé par Thomas, un Français, a ouvert il y a 1 an. En plus d'accueillir des voyageurs, il soutient les familles locales, offrant un bel exemple de tourisme responsable. La Comuna 13, c'est donc bien plus qu'un quartier.
C'est une histoire de violence, de résilience et de transformation, mais aussi une preuve vivante que même les endroits les plus marqués par la violence peuvent renaître. Aujourd'hui, on s'en va. Et là, on a décidé de sortir des sentiers battus et on va se rendre dans des endroits qui ont l'air magnifiques, où très peu de personnes vont. Et du coup, souvent, quand on sort des sentiers battus, c'est la galère. Ouais, c'est une épopée le truc parce que c'est très mal desservi. Donc, on va voir. On va voir ça. Nous prenons donc un bus censé durer 10 heures. Et bien que le temps annoncé en Colombie soit rarement fiable, nous ne nous attendions pas à ce que cela prenne autant de temps. Ça fait 10 heures qu'on est dans le bus, on a passé la nuit et là on est à l'arrêt depuis 1 heure parce qu'il y a un camion qui est bloqué en travers de la route et du coup ce gros bus ne peut pas passer. Du coup on doit attendre un plus petit bus qui nous amène et après on a encore 3 heures de bus de Barbosa à Florian pour atteindre notre destination finale. Sauf que le temps qu'on attende le petit bus et qu'on rejoigne l'incident, un autre camion a voulu essayer de passer et s'est renversé à son tour sur le camion déjà renversé. Yes, bienvenue en Colombie. Pendant ce temps, on a discuté avec un Colombien qui nous a raconté qu'il faisait partie de la guérilla. Il a été touché par une balle à l'épaule et à la cuisse et était en train de mourir dans les bras de sa mère lorsqu'il s'est réveillé à l'hôpital. Depuis, il croit en Dieu, a déposé les armes et a accepté l'accord de paix. Aujourd'hui, il vit avec la culpabilité des actes qu'il a commis pendant ce conflit. J'en parle parce que je tiens à souligner l'impact profond qu'a laissé la guerre sur leur vie, un impact que l'on peut percevoir même en tant que simple touriste. Est-ce que t'es bien reposée, Mimi? Oui. Ah, on a quand même bien dormi dans le moins cher de tous les hôtels qu'on ait pu faire d'ailleurs. Au lieu de 12 heures de bus, au total, on a mis... on est parti à 21h, on est arrivé à 17h. On a mis 19 heures de bus. Du coup, nous sommes là pour une cascade. Tout ça pour une cascade, vous me direz? Oui. J'ai vu ça sur TikTok et j'ai vu que en fait, aucun Français n'y est allé, en tout cas sur les réseaux et sur les blogs voyage. Voilà, et là, en fait, l'eau est souterraine à ce niveau-là, elle rentre dans une grotte et elle ressort derrière. C'est ce qu'on va aller voir. Je crois que l'objet indispensable, en dehors du masque et des boules qui pour dormir, c'est vraiment la gourde. Ça, c'est vraiment un indispensable. Financier pour pas acheter plein de bouteilles d'eau. Écologique parce qu'on n'achète pas de plastique. Le poids parce que du coup on prend qu'une gourde pour nous deux et on la remplit quand on peut. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez de ma passion pour les grottes, surtout en Asie. Mais alors là, une énorme cascade de 200 et quelques mètres sur 3 étages sortent d'une grotte, c'est incroyable. C'est ce qu'on était venu chercher. Dommage qu'il n'y ait pas de débit d'eau, mais ça suffit, je trouve quand même. Et je vous montre à quoi elle ressemble quand elle est en saison des pluies. C'est encore plus fou. Là, on est redescendu de la grotte pour aller au pied de la cascade, pour la voir d'en bas du coup. Parce que de la grotte, en vrai, si on n'avait pas le drone, on l'aurait pas vu. On mange typique, parce qu'il n'y a que des restos typiques ici. Et leur plat qu'ils mangent tous les jours en vrai. Une soupe, c'est rarement une soupe de légumes, mais souvent une soupe de riz ou de pâtes, plus de la viande ou un œuf avec riz, friroles, platanos, patates. C'est bon. C'est bon, mais beaucoup de féculents. Disons que j'ai un peu de mal pour aller aux toilettes, quoi.
Bon, ça y est, on est arrivé, encore quelques péripéties. Mais bon, de tous les voyageurs qu'on rencontre, qu'on sorte ou pas des sentiers battus, c'est pareil. Enfin, il y en a qui rencontrent aussi des galères de fous alors qu'ils sont sur les endroits les plus touristiques. Bref, nous sommes arrivés à El Bosque de Pandora, un endroit très peu touristique, très peu connu, sauf par les locaux. Très content d'être ici. Que là, on dort vraiment dans la forêt, bon, pas de wifi et tout, mais on dort dans un endroit, je crois que c'est 50 € la nuit. Paf! Le lit, il est plus... largement. Je crois que j'ai jamais dormi dans un lit aussi grand. Là, maintenant, la question, c'est est-ce qu'il y a de l'eau chaude? Il y a de l'eau chaude. Il y a de l'eau chaude? Ouais. Non! On va découvrir et se balader dans cette fameuse forêt de Pandora. Le seul inconvénient ici, je trouve, c'est que toutes les activités qu'il y a à faire, donc il y a plein de choses à faire, des grottes, ces balades, des points de vue, etc. On ne peut pas les faire par nous-mêmes. C'est obligatoirement avec un guide et c'est franchement pas donné. Mais c'est leur manière à eux de se rémunérer, mais ça a l'air tellement beau. Aujourd'hui, direction la forêt de Pandora. Et demain, nous explorerons El Corazón del Mundo, le cœur du monde. C'est ainsi qu'ils ont appelé ces lieux en toute modestie. Je dois avouer qu'au départ, je me suis dit, pas un peu prétentieux sur les bords? Eh bien, je peux vous assurer que ces endroits portent parfaitement leur nom. Au cours de notre balade dans cette forêt digne d'un décor de film Avatar, notre guide nous explique que ce site a été découvert très tardivement à cause de la guerre. Le tourisme dans la région n'a réellement commencé qu'en 2018. Ça ne fait donc que 6 ou 7 ans que les visiteurs peuvent admirer ces merveilles de la nature. Vous vous souvenez en Nouvelle-Zélande quand on cherchait désespérément la fougère argentée, leur emblème? Mais on l'a trouvé ici en Colombie. Tac et tac. Je sais pas si on voit bien, mais elle est vraiment argentée. Après un excellent repas, je repars l'après-midi avec le guide pour découvrir la grotte El Caracol, avec encore une cascade à l'intérieur. C'est d'ailleurs la première fois qu'il voit la cascade avec si peu d'eau. Bon, j'ai encore une fois été émerveillée par cet endroit, la luminosité de cette grotte à l'intérieur avec la vue sur la cascade et cette végétation environnante m'ont laissé sans voix. Je pense qu'elle rentre dans mon top 3. Et pourtant on en a fait pas mal. Mais la lumière, une cascade dans la grotte, l'immensité de la grotte, la végétation. J'ai pas les mots pour décrire ça, c'est la plus belle grotte que j'ai vue de ma vie. Voilà, c'est tout. Je pensais avoir trouvé les mots justes, mais en réalité, je n'avais encore rien vu. Ce qui m'attendait le lendemain matin allait tout surpasser. Ça y est, on a dit au revoir à notre jolie cabane dans la forêt. Là, on part pour notre dernière activité. Et je vous en parle juste après, quand on sera devant. Voilà, on est devant. Ça va? Pas bien? Non. Tu vas être super fier de toi après. Si je meurs pas entre temps. Comment tu veux mourir? Crise cardiaque. Crise cardiaque. Porqué. Les nuages arrivent. Bon, voilà ce qui nous attend. Une descente en rappel dans une grotte vertigineuse de 145 mètres de profondeur. Le fameux Corazón del Mundo, en raison de la forme du cœur visible depuis l'intérieur. Les guides nous ont expliqué que cette activité attire autant d'hommes que de femmes, mais que curieusement, les hommes semblent souvent bien plus effrayés que les femmes, ce qui les amuse beaucoup. Et parmi ces personnes, seulement 500 dans le monde ont eu la chance de faire cette descente, et que nous serons donc les 27e et 28e Français à relever ce défi. Mimi, qui a le vertige, va tenter de surmonter sa peur pour vivre cette expérience. Vas-y Mimi, t'es le plus fort.
L'objectif, c'est de combattre sa peur. C'est toi et ton mental, et ton cerveau. Mimi, comment tu te sens? Mal. Olé, 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 olé. Thomas. Si, perfecto. Thomas, no más. La primera vez et la última. Allez mon amour, t'es le plus fort, tu vas y arriver. Coucou maman, coucou mamie. C'est incroyable, c'est magnifique, c'est super beau. Pour avoir une idée de la hauteur, ces petits points, ce sont bien des personnes. J'ai retrouvé Mimi. Alors, comment c'était Mimi? Ah, c'était ouf. Ah, c'était vraiment incroyable. Et ça allait, t'étais pas tétanisée ou t'avais ta peur? Au moment où il fallait commencer le vrai rappel. J'ai vu le trou quoi. Ah ouais. Je vais voir. Et non, il m'a dit prends ton temps, t'inquiète, respire, respire. Ouais. Dès que t'es prêt, on y va. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau, je crois, de ma vie. Non mais j'ai l'impression de dire ça depuis qu'on est arrivé ici, mais Cette entrée là comme ça dans le cercle. mais un cercle. Mais en plus, ça faisait parfaitement le cœur, hein. Ouais. Ça faisait le cœur, vraiment. C'était et cette verdure. Non mais j'ai envie de le refaire. Regarde. Cette grotte n'a été explorée pour la première fois qu'en 2010 par un Suisse, et le tourisme dans cette région n'en est qu'à ses débuts. Avec la fin de la guerre, les habitants travaillent pour mettre en valeur ces lieux uniques, mais c'est quand même assez fou de se dire que le tourisme n'a réellement commencé ici qu'à partir de 2018. 2018 quoi, c'est hier? Avec l'espoir de voir la paix perdurer, comme je le mentionnais en début de vidéo, elle reste extrêmement fragile. L'accord de paix signé en 2016 incluait une réforme agraire, une des principales revendications des FARC, mais en 2025, cette réforme n'a toujours pas été mise en œuvre à cause de la lenteur bureaucratique. Les paysans continuent d'être ignorés par le gouvernement et certaines guérillas se disent prêtes à reprendre les armes. Si ce sujet vous intéresse, je vous recommande vivement de regarder le documentaire réalisé par Brut, où une journaliste a pu infiltrer un camp d'entraînement des FARC. Et voilà, ces 3 jours ici sont terminés. J'aurais clairement pu rester, je sais pas pour toi, mais j'aurais pu rester encore toute la semaine. Il y a tellement de choses à faire, encore plein d'activités. Ouais, non, je pense que c'était surtout ça là, c'était l'une des plus belles expériences qu'on ait fait. De tout le tour du monde? Ouais. Moi je pense que ouais. Mais bon, quand t'es en haut, ça fait flipper. Hein. Oh, quand... Ah non, j'étais pas bien. On va prendre quelques jours pour se remettre de nos émotions et continuer à découvrir ce beau pays. Je vous donne donc rendez-vous dans quelques jours pour notre itinéraire complet de 45 jours en Colombie. Alors merci d'avoir regardé la vidéo et à très vite!